Les experts basket, épisode 3, bienvenue sur Monaco Info pour un nouveau numéro de votre magazine consacré à la grosse balle orange, toujours en plateau avec notre consultant Ali Traoré. Comment ça va, Ali ? Eh bien, ça va très bien, Frédéric. On commence tout de suite par le débrief. Il y avait le marathon de Paris hier et pour la Roca Team, Ali, le marathon c'était ce mois de mars. 13 rencontres à disputer, 11 victoires pour 2 défaites. Les joueurs nous en ont souvent parlé, c'était un moment charnière et crucial de la saison. Mission accomplie, ils l'ont parfaitement négocié. Oui, les joueurs ont été clairement à la hauteur. En championnat, on va dire que les joueurs ont expédié les affaires courantes, mais c'était surtout en Euroleague que c'était charnière dans le sens où les joueurs ont réussi la Roca Team a réussi à se qualifier en play-off et ensuite a réussi à vraiment prendre cette 4e place, synonyme de avantage du terrain en play-off. Donc bravo, parce que vraiment c'était pas facile, en sachant l'enchaînement des matchs, il y avait certaines semaines à 3 matchs. Donc voilà, tous les joueurs ont su se hisser au niveau pour négocier ce virage vraiment pas évident. Vous parlez de ce top 4 validé qui a été scellé lors d'une victoire à Munich, 84-81 face au Bayern. Quand on se souvient de la série de playoffs de l'an passé contre l'Olympiakos, en 5 matchs, avec le match 5 décisif en Grèce, c'était vraiment primordial de sécuriser cette première place dans les 4 premiers pour la suite. Bien sûr, c'était primordial. On le sait, en play-off, l'avantage du terrain, c'est très important, surtout quand on sait les adversaires potentiels avec des atmosphères incroyables. Donc c'est important de pouvoir jouer les matchs cruciaux à Monaco. La saison dernière, le fait de jouer le match 5 en Grèce, fallait faire un exploit encore plus incroyable que prévu. Mais aussi, ça cimente la Roca Team dans le top 4 européen. Ça cimente le fait que la Roca Team est une des toutes meilleures équipes en Europe. Déjà, rien que ça aussi, ça apporte du prestige. Ça valide le projet ? Ça valide le projet, ça apporte du prestige au club de basket de Monaco et aussi à la principauté. Donc vraiment, c'est une performance majeure. Vous en avez un petit peu parlé. Parmi les adversaires potentiels, il y a 3 équipes qui ressortent, notamment le Maccabi Tel Aviv, qui est vraiment bien en pleine bourre en ce moment. C'est un peu l'équipe à éviter, quoi. Ah oui, oui, c'est l'équipe à éviter, mais après les playoffs, c'est une autre compétition. Donc là, c'est la saison régulière. À partir des playoffs, on va dire que les joueurs vont se mettre en playoff mode. Donc ce sera différent, mais c'est vrai qu'actuellement, ils sont vraiment bouillants, en sachant que chez eux, ils sont très très difficiles à négocier. On sait que la Roca Team a perdu là-bas. Et plein d'équipes ont perdu là-bas. C'est une équipe qui voyage mal, donc c'est très important justement d'avoir cet avantage du terrain, en sachant que là-bas, il y aura 12 000, j'ai envie de dire 12 000 hooligans. On sait que le basket, c'est une religion en Israël. Et ce sera très très dur à négocier. Donc pour moi, si c'est le Maccabi, ce sera un meilleur tirage que par exemple le Partizan. D'accord. Pourquoi ? Honnêtement, le Partizan, moi je ne vais pas vous mentir, ils me font peur. Ils me font peur parce que l'ambiance est folle. Là, pour le coup, c'est 22 000 hooligans de chez hooligans. C'est une ambiance incroyable pour avoir joué dans cette salle. Vous sortez de la salle avec des palpitations. Mal aux oreilles, des fois. Mal aux oreilles, la pression qu'il y aura là-bas. Et aussi, on voit aussi le maître Zeljko Obradović, un joueur qui a gagné l'Euroleague 8 fois. Il connaît le play-off par cœur, il a cette expérience. Il saura trouver les moyens pour embêter les joueurs de la Roca Team. La Roca Team a un meilleur effectif, mais on peut se dire que l'ambiance, plus le fait que le coach est un sacré filou, ça peut être vraiment très tricky, comme on dit en anglais. C'est la surprise, on peut dire, le Partizan, on ne les attendait pas à ce niveau avec un Mathias Le Sort calibre MVP. Ouais, c'est un peu une surprise parce que l'effectif, c'est pas l'effectif le plus ronflant d'Euroleague, mais il y a de l'expertise, il y a, je l'ai dit, cet avantage du terrain extraordinaire, et il y a Mathias Le Sort qui est pour moi dans le top 3 des joueurs Euroleague actuellement, qui a pris une dimension incroyable et qui est un vrai régal à avoir joué. On parlait du Maccabi qui restait donc sur ses 6 victoires d'affilée en Euroleague. Un autre adversaire potentiel n'est pas du tout sur la même dynamique, c'est Fenerbahçe qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs. Fenerbahçe qui est en train de se laisser aller petit à petit. Ils avaient commencé tout feu tout flamme, mais ensuite là ils sont dans une passe vraiment difficile. Le truc, c'est qu'ils ont eu beaucoup de blessures, ils ont encore des blessures. Ils ont dû réintégrer des joueurs qui n'ont pas joué pendant longtemps. Je pense à Nemanja Bjelica par exemple, Tyler Dorsey qui a signé et qui cherche encore ses marques. Donc c'est une équipe qui a vécu plusieurs saisons et là qui est en train de faire, j'ai l'impression, une espèce de pré-saison. Mais il faudra faire attention en play-off parce que je pense qu'ils seront meilleurs à ce moment-là. Ça, c'était donc pour l'Euroleague. Il y avait aussi le championnat de Betclic Elite et cette très belle affiche hier dans une salle Gaston Médecin à guichet fermé avec une belle ambiance.
Monaco leader face à son dauphin, Boulogne-Levallois. Et on ne va pas dire que c'est une claque, mais une belle victoire de nos Monégasques de 19 points. Oui, tout à fait. Réussir à battre son dauphin de façon aussi éclatante, c'est vraiment intéressant. Alors le match a commencé plutôt mal du côté de la Roca Team, avec une équipe de Levallois qui était très très agressive et très à droite. Ensuite, l'entrée du mois a fait beaucoup de bien. Bon, vous connaissez mon chauvinisme terrible, donc l'entrée des joueurs français en fait beaucoup de bien. Je pense notamment à Yohan Makoundou et à Mathieu Strazel et Elio Kobo. Et voilà, après, une fois que la Roca Team a appuyé sur l'accélérateur, le Valois n'avait absolument plus aucune chance. On a aussi souvent parlé dans cette émission. Mike James est revenu depuis 4 matchs. Et il a encore une fois alterné l'excellent, notamment sur le parquet du Bayern Euroleague. Le un petit peu moins bon hier, il a 1 sur 11 au tir, mais on l'a vu dans ce rôle distributeur avec cette passe. Oui, alors il faut aussi saluer le fait qu'il n'était pas dans un bon jour. Il a raté énormément de shoots, mais il est resté concentré. Il a essayé d'apporter ce qu'il pouvait apporter. Il a eu une très bonne attitude. Ce qui est important, moi, vraiment, c'est là-dessus que je l'attends. Parce qu'on connaît son jeu, son talent. On a vu ce qu'il a pu faire au Bayern Munich. Mais ce qui est important pour lui, c'est vraiment de rester concentré, de rester dans le groupe. Et je pense qu'à ce niveau-là, il a été irréprochable. Et la Roca Team en aura sans doute besoin pour la suite de la saison. Voilà pour le débrief. On passe au point d'Ali. Ali, c'est le moment d'enfiler votre meilleure casquette de coach puisque vous allez nous parler aujourd'hui de tactique et notamment de la défense de zone qu'on a souvent vu à Gaston Médecin. Les coachs adverses l'utilisent face à Monaco. Pourquoi, tout simplement, donnez-nous l'avantage et les inconvénients de cette défense de zone? Déjà parce que ce sont des lâches, voilà, c'est la vérité. C'est beaucoup de lâcheté. Je plaisante à moitié, mais c'est le fait que la Roca Team est une équipe individuellement à 1 contre 1 qui est absolument inarrêtable, physiquement, athlétiquement inarrêtable. Et le point faible de cette saison, c'est le shoot à 3 points. Donc les équipes se disent on va blinder la raquette, on va essayer de se faire le moins possible agresser dans la raquette en la fermant et en les laissant shooter à 3 points. Donc le pourquoi il y a autant de défense de zone face à la Roca Team, c'est ça. Ensuite, le mécanisme, c'est vraiment d'avoir, comme ça le dit, c'est défendre sa zone, c'est d'avoir, parce qu'il y a plusieurs variantes de défense de zone. Il y a la 2-3, il y a la 1-2-1, il y a la 3-2, il y a toutes les variantes qu'on veut. Et vraiment, le but, c'est de faire en sorte que les joueurs de la Roca Team ne puissent pas pénétrer et scorer le plus possible dans la raquette. Donc ça ouvre énormément de shoot à 3 points. Ça, c'est le point faible numéro 1. Et le point faible numéro 2, et par contre, ça, c'est le moment où la Roca Team peut exploiter cette faiblesse, c'est le rebond offensif. Bizarrement, quand on ne marque pas vraiment un joueur, parce que les défenses de zone, on ne marque pas de joueur, c'est difficile de trouver quelqu'un à bloquer au rebond. Et la Roca Team va en profiter pour venir et prendre des rebonds offensifs et marquer. Vous en avez parlé, 3-2, 2-3, voilà, ça ouvre des espaces dans le corner parfois. Il faut mettre un pivot au milieu, on a l'habitude de dire aussi, pour faire un petit peu tourner la balle, c'est ça? Ouais, c'est clairement la clé. La clé de la zone, c'est de réussir à mettre le ballon à l'intérieur, même si la raquette est fermée. Et la bonne zone, c'est souvent au niveau des lancers francs, au poste haut. Donc c'est important d'avoir des joueurs comme Donatas Motivonas, par exemple, qui est très bon, qu'on peut utiliser en relais, qui pourra trouver des shooters dans les corners. Il y a aussi John Brown, qui est excellent aussi dans tout ce jeu de poste haut. C'est une arme, défensivement, de switcher. Il faut que les joueurs maîtrisent et savent attaquer plusieurs types de défense. Ah oui, c'est important d'avoir des attaques de zone, parce qu'il y a des attaques spécifiques par rapport à ça. Il faut savoir bien l'attaquer. Et après, pour les équipes qui font la zone, c'est une bonne arme pour contrer une équipe comme Monaco, clairement. Après, si vous faites ça contre une armée de shooters avec 5 joueurs qui peuvent shooter, ça peut très mal se terminer, clairement. Ça, c'était le point d'Ali, futur coach de championnat, peut-être d'Euroleague. Je candidate au cas où. Voilà. Si vous nous regardez, si vous cherchez un entraîneur de renom, il a fait ses gammes à Antibes, il est prêt. Ali Traoré. Tout à fait. Allez, on passe au duel. Le duel, Ali, on va parler d'un ovni, d'une licorne. Tout le monde lui donne un surnom un petit peu étrange. Oui. C'est Victor Wembanyama, qu'on a vu à l'œuvre hier, qui a d'ailleurs pas été excellent. 8 points, 14 rebonds, 3 contre. Alors pour un joueur lambda, on dirait que c'est un très bon match. 8 points, 14 rebonds, 3 contre. Mais pour Victor Wembanyama, futur numéro 1 de la draft NBA, c'est un petit peu loin de ses standards habituels. On l'a vu en couverture de l'équipe, il a été aussi en une du magazine Slam, qui est très réputé aux États-Unis. La question, elle est simple, est-ce qu'on en fait trop avec Victor Wembanyama? Non. Je pense qu'on n'en fait pas assez.
Mais je peux vous garantir que si Victor Wembanyama était américain, on l'entendrait partout. Oui, ça, on verrait sa tête partout. Là, je me retournerais, je verrais sa tête là-haut, là-bas. Mais on le voit quand même partout dans mon aussi repas. En France, Pas beaucoup plus. Ils en feraient des caisses, mais ce serait terrible. Donc après, c'est un peu notre retenue à la française du fait que non, il ne faut pas trop le griller tout de suite. Mais il a la mentalité et la maturité pour le gérer. Mais c'est clair que moi, je vous le dis, vraiment, s'il était américain, ça aurait été 20 fois plus. Certains journalistes ont fait peut-être ce comparatif avec Richard Gasquet qui a explosé à 15-16 ans aussi sur le milieu professionnel, à qui on a mis énormément de pression, il n'a pas su le gérer. Mais on a l'impression que Wembanyama, il a ce côté Mbappé où il est programmé pour être au sommet, non ? Il est armé pour, il a vraiment une très bonne équipe autour de lui, que ce soit au niveau physique, au niveau nutrition, au niveau média training. Il est vraiment programmé et préparé pour la NBA. Mais au-delà de ça, c'est vraiment ses qualités qui font que les gens sont obligés de parler de lui, parce que c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans le monde. Ouais. Il a été adoubé par LeBron James, je pense que LeBron James connaît un petit peu le basket. Et voilà, je vois un mec de 2m22, 2m24, bouger, shooter, courir, contrer, rebondir comme il le fait, c'est du jamais vu. Donc je le répète encore une fois, non, on n'en fait pas assez. Il est donc sans doute probablement futur numéro 1 de la draft, puisque le numéro 2, c'est Scoot Anderson, qui a d'ailleurs arrêté sa saison avec son équipe de G-League pour le préserver. Lui, il l'a dit tout de suite, il ne veut pas arrêter. Il y a déjà les sirènes américaines qui lui disent « s'il se blesse, est-ce qu'il faut qu'il arrête ?» Lui, il veut continuer jusqu'au bout, ça prouve aussi sa mentalité. Ouais, au-delà de ça, on lui avait même carrément dit de ne pas jouer cette saison, pour vous dire à quel point c'est un enjeu pour lui. Je pense qu'il y avait une stat qui fait qu'ils avaient calculé que la franchise qu'il drafterait, au moment où il l'aurait, il prendrait déjà 100 millions de bénéfices rien qu'avec lui, avec le merchandising, etc., etc. Donc il aurait pu avoir tout intérêt à ne pas jouer du tout cette saison. Ça n'aurait pas du tout changé le fait qu'il soit numéro 1 de la draft, ce qui est dingue. Mais ça montre sa compétitivité, le fait de vouloir jouer en Betclic Elite, qui n'est pas un championnat facile du tout. Ouais. Ça montre que le gamin a du caractère. Et ça montre aussi sa cote aux États-Unis, puisque tous les matchs de Boulogne-Levallois sont diffusés là-bas, ils ont acheté les droits. Ça, c'est quand même fou que les Américains s'intéressent déjà, ils regardent des matchs, par exemple, du Portel. Ça rejoint ce que je vous dis, vous vous rendez pas compte que, je répète, si ce gamin était américain, mais il est en France, ils arrivent quand même à en faire tout un pataquès. Alors imaginez s'il était en high school aux États-Unis, ce serait ridicule. Donc ça prouve la valeur de ce joueur. Est-ce qu'on ne le voit pas en France? J'en sais rien. Mais on pourrait faire un petit peu plus. Kylian Hayes avait été drafté 7e, Frank Ntilikina qui est un peu disparu des radars 8e. Là, le numéro 1, voilà, si on l'attend comme le Messi, il faut qu'il casse tout en NBA, tout simplement. Ouais, il faut qu'il casse tout. Après, il est encore très jeune, il vient d'avoir 19 ans. Donc forcément, il aura plus de marge d'erreur. Mais il y a des joueurs qui me font penser. Par exemple, Giannis Antetokounmpo, qui est le joueur qu'on connaît. Il est arrivé pareil à 19 ans, il était tout maigrichon. Ne vous inquiétez pas qu'ils sauront le développer comme il faut. Maintenant, mon inquiétude, c'est qu'il tombe dans une franchise un peu pourrie, entre guillemets. Voilà. On connaît la loterie, c'est ça. C'est ça, c'est de tomber dans la bonne situation. Mais même, ils feront n'importe quelle franchise lui laissera la place. Mais maintenant, la question, c'est où il tombera. Mon rêve, c'est qu'il tombe aux Spurs. Voilà, avec Greg Popovich, ce serait parfait. Puisqu'on le rappelle, si vous ne suivez pas trop la NBA, c'est un système de loterie. Les équipes qui ont les 3 plus mauvais bilans de la Ligue ont 14% de chance, donc chance égale d'avoir le premier pick. Si on en reste là, ça va se jouer entre Détroit, Houston et les Spurs. C'est vrai que Détroit et Houston, sur le papier, ça ne fait pas trop rêver. Ah, c'est pas ouf au niveau... les Spurs, au niveau organisation, les Spurs, ils ont vraiment ils ont un passé, ils ont un vécu pour développer des jeunes talents. Ils ont su le faire. Bon, on va parler de Tony Parker, etc., etc. Donc, effectivement, on rêve qu'il tombe aux Spurs. Surtout pas Houston, surtout pas Détroit. Mais après, voilà, l'avenir nous le dira. Voilà, et on suivra ça sur Monaco Info, c'est au mois de juin, je crois, c'est ça, traditionnellement, la draft. Où est-ce qu'atterrira Victor Wembanyama? Merci infiniment, Ali, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous. La semaine prochaine, vous retrouvez vos experts foot avec Laurent Banide et Christophe Paco, et nous, on se dit à dans 15 jours.